Bonjour à toutes et à tous. Déjà, remercier Daniel qui a largement été à l'initiative de cette journée et son équipe. Et il ne faut pas oublier aussi que tout ça, c'est de la préparation et de l'engagement. Remercier tous les intervenants, pas seulement de notre table ronde, mais des différentes tables rondes qui permettent que cet événement puisse avoir lieu. Et il est réellement déterminant, essentiel pour nous d'avoir ces discussions, ces échanges autour de la question du racisme et des discriminations. Cette première table ronde, nous l'avons intitulée « L'inégalité dans tous ses états, racisme et discrimination en France et en Europe », parce qu'on le voit dans un certain nombre de séquences politiques ou de débats qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale, beaucoup de choses qui sont dites sur le racisme et les discriminations, soit qui se basent plutôt sur des ressentis, soit en euphémisant les choses. Pour ceux qui ont pu suivre, par exemple, toutes les questions qui, moi, m'intéressent davantage, qui ont trait à la sécurité, à la police et à la gendarmerie, la question du contrôle au faciès, qui a été un non-débat dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, avec des députés de la majorité qui vous expliquent que, de toute façon, il ne peut pas y avoir de contrôle au faciès puisque c'est interdit dans la loi. Donc, le problème étant réglé, finalement, on se demande ce que les associations, les lanceurs d'alerte font bien avec toutes ces histoires et pourquoi ils continuent de nous embêter envers tout ça. Et on voit aussi dans un certain nombre de séquences politiques, et on l'a vu récemment, une forme d'instrumentalisation aussi des luttes contre le racisme et les discriminations. Il paraîtrait d'ailleurs que tous les gens qui sont revêtus d'un gilet jaune sont tous des racistes, xénophobes, homophobes, vous le savez bien, et si vous voulez vous en le confirmer, en être bien sûr, je vous invite à aller voir le film de notre collègue François Ruffin, qui traite notamment de ce sujet avec brio. Donc nous avons souhaité avoir 4 intervenants autour de cette table ronde que je vais présenter à tour de rôle. Et puis je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que l'important c'est que ce soit eux qui nous expliquent le constat qu'ils font de la situation, de quoi on parle quand on parle de racisme, de discrimination raciale, quelles sont les catégories de population qui peuvent être spécifiquement concernées, y a-t-il une montée, une baisse du racisme, qui est souvent un élément du débat, et quelles sont les sources finalement sur lesquelles on peut se baser sur ce sujet. Donc d'abord, je remercie la présence de Patrick Simon, qui est sociodémographe à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, spécialiste des discriminations ethniques en France et membre des comités de rédaction des revues Mouvement, Société contemporaine et, mon anglais n'étant pas suffisamment bon, Ethnic and Racial Studies. Voilà, c'était une tentative. Et co-auteur de Trajectoire et Origine, enquête sur la diversité des populations en France en 2015. Remercier aussi Nassira Ghenif Souilamas, sociologue et anthropologue, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8, membre des comités de rédaction aussi des revues Mouvement, Les Cahiers du genre et, ok, c'est encore de l'anglais, Contemporary French Civilization. C'était pas si mal que ça. A dirigé également La République mise à nu par son immigration à La Fabrique en 2006. Et co-rédigé Rencontre radicale pour des dialogues décoloniaux, Paris aussi 2018. Dominique Vidal aussi, présent à nos côtés, journaliste et historien, auteur de Antisionisme égale antisémitisme, réponse à Emmanuel Macron. Donc là, une publication très récente au vu d'un des débats que j'ai pu évoquer sur la question de l'instrumentalisation notamment, publié en 2018. Et Réjeanne Sénac, politiste, directrice de recherche au CNRS, de Sciences Po, autrice de L'égalité sans condition, osons nous imaginer et être semblables, Paris, rue de l'Échiquier, 2019. Voilà pour les présentations complètes. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Patrick Simon. Merci. Je voulais saluer l'initiative qui a été prise ce matin par le groupe France Insoumise de parler de racisme et de discrimination. Je dirais que ce n'est pas très original, mais c'est nécessaire. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner un certain nombre d'éléments de cadrage, en tout cas de ce qu'on sait à travers ma modeste spécialité qui est plutôt du côté des statistiques et des données quantitatives.
Et avant ça, peut-être dire deux préalables. Le premier, c'est, j'ai noté que vous faisiez partie de la commission des lois. Je ne crois pas qu'il y ait de commission racisme et discrimination à l'Assemblée. Ce serait une bonne idée de créer un domaine de cette nature-là. Et deuxième chose, et j'y reviendrai en conclusion, la question des discriminations et du racisme, c'est important de faire des lois et c'est un préalable. Mais ce qui est encore plus important, c'est de faire des politiques. En fait, la lutte contre les discriminations et le racisme, c'est des politiques. Les lois, c'est ce qui cadre, les politiques, c'est ce qui agit. Et en France, on est très spécialiste dans les lois, très peu dans les politiques. Et c'est donc sur ce domaine-là, à mon sens, qu'il y a une marge de progression extrêmement sensible. Alors pour le dire justement, et pour faire un peu l'ancien combattant des milieux de recherche qui travaillent sur les questions de racisme et de discrimination, à la fin des années 90, il y a eu un passage assez important de la question du racisme qui était approché sous l'angle de l'idéologie, et bien incarné d'ailleurs par quelques formations politiques qui continuent à exister aujourd'hui, et vers celui des discriminations perçues comme étant, ou conçues comme étant plutôt du racisme en acte, dans ses aspects ordinaires, diffus, moins spectaculaires, moins idéologisés, en tout cas des pratiques de sélection, des traitements dans de multiples univers, en particulier institutionnels, qui ne se revendiquaient absolument pas d'un racisme explicite, mais qui, par ailleurs, pouvaient produire un certain nombre de traitements qui avaient des conséquences sur des personnes stigmatisées ou en tout cas repérées par leur origine ethnique ou raciale. Ce passage du racisme aux discriminations, qui a donné lieu au vote des premières lois en 2001, par exemple, c'est un changement de paradigme qui peut être critiqué d'ailleurs, parce qu'on peut considérer qu'il était important de garder l'aspect extrêmement fort de la lutte contre le racisme, vu comme étant un hydre historique et omniprésent, et que c'était toujours important de traiter des idéologies ou en tout cas des représentations qui nourrissent le racisme. Mais l'ennui dans cette approche-là, c'est qu'elle dédouanait de façon assez rapide tout le monde qui, n'ayant pas d'idéologie raciste, pouvait être tranquillement en train de créer une société structurée, hiérarchisée, dans lesquelles les personnes n'avaient pas accès dans les mêmes conditions et dans les mêmes termes à tous les bénéfices, toutes les ressources et entraient dans les mêmes endroits. C'est ce que les travaux sur les discriminations ont mis en évidence assez rapidement, et on a pu mesurer l'ampleur du désavantage d'être racisé, noir, arabe, asiatique, turc, dans la société française. On a pu le faire dans différents domaines, et je ne vais pas ici citer l'ensemble des résultats qu'on a constitués, parce qu'ils sont maintenant extrêmement stabilisés depuis plus de 30 ans, ce qui n'est pas très rassurant, parce qu'ils se répètent et ils restent stables. Un surchômage, du simple au double ou au triple, selon les conditions, qu'on identifie de façon brute, c'est-à-dire la proportion de personnes au chômage, mais qu'on identifie aussi en contrôlant selon toutes les variables qui normalement agissent dans le fait d'être au chômage, le niveau de qualification, l'ancienneté, l'expérience professionnelle. Bref, quand on fait le travail de contrôler pour tout ça, eh bien on constate que l'origine est un facteur toujours très actif qui détermine vos probabilités d'être au chômage et le type d'emploi dans lequel vous pouvez rentrer à qualification, revenu, origine sociale comparable. C'est-à-dire, pour le dire assez directement, la classe, oui, mais pas seulement. Et la classe, ben, parfois, pas beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça change un peu le paradigme aussi de compréhension. Ça ne suffit pas de créer, de lutter contre les inégalités sociales pour renverser la question du racisme et des discriminations. Elle existe aussi de façon parallèle, de façon articulée mais parallèle à ces questions-là. Le logement, même constat, des niveaux de ségrégation extrêmement importants qui sont perceptibles dans l'espace urbain en France, et ça, je pense que tout le monde l'a constaté, mais des filtrages, des durées d'attente, et qui ne sont pas explicables uniquement, comme on l'a tout le temps cru, par des niveaux de revenus assez bas, et donc finalement, bah oui, malheureusement, les personnes d'origine immigrée, ayant peu de ressources, ont du mal à se loger, et on sait qu'un marché extrêmement concurrentiel, surtout en région parisienne, dessine l'endroit où vous pouvez habiter. Oui, mais à ressources équivalentes, vous n'habitez toujours pas dans les mêmes quartiers. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, non seulement pour les personnes immigrées d'origine maghrébine ou africaine
le type de quartier dans lequel on habite n'est pas uniquement déterminé par le niveau de ressources, mais on peut dire, bah oui, mais il y a aussi le fait d'arriver comme immigré, les connaissances, la maîtrise en fait des informations pour accéder au marché du logement, qui explique pourquoi on n'arrive pas à habiter dans les bons quartiers en quelque sorte. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça marche aussi, et de façon parfois encore pire, pour les descendants d'immigrés. C'est-à-dire leurs enfants qui sont nés en France, qui connaissent et qui ont maîtrisé un peu mieux la géographie de leur lieu de résidence, sont autant, sinon plus, pour en tout cas ceux d'origine d'Afrique subsaharienne, plus exposés à vivre dans des quartiers les plus pauvres de France. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que même s'il y a une mobilité sociale, la structure de ségrégation fondée sur l'origine reste extrêmement forte. On ne peut pas habiter là où on veut en fonction de sa couleur de peau et de son origine. On a des constats un peu similaires, plus compliqués à établir pour la santé, pour l'éducation. Alors l'éducation, c'est un espèce d'univers dont on sent qu'il existe un certain nombre de bifurcations plus ou moins explicables en fonction de l'origine des élèves, mais qui est très difficile à identifier parce qu'il faut beaucoup d'informations pour pouvoir mettre de côté ce qui tient évidemment très fortement du capital social et familial lié à la classe, et ce qui tient des formes peut-être de préjugés ou d'orientation aux faciès qui peuvent être faits par le corps enseignant. Là, on touche à une question extrêmement sensible, puisqu'évidemment, les enseignants ne se conçoivent pas, et à juste titre peut-être pour beaucoup d'entre eux, comme racistes, et en tout cas, l'univers scolaire, l'institution elle-même, se considère comme étant immune à l'égard de ces orientations racistes. Or, il faut bien constater que même quand on est, d'un point de vue idéologique ou des références pas spécialement préparées à nourrir du racisme, on le fait quand même. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du débat et qui nous renvoie à la thématique en fait, des discriminations structurelles, systémiques ou du racisme institutionnel. Autant de termes qui font réagir, ou même quand des collègues syndicalistes de l'éducation ont traité du racisme d'État, on se souvient quelles ont été les réactions. On a là un univers qui nous pose problème et qui se traduisent également dans d'autres domaines. Alors on a fait pas mal de recherches maintenant sur ce qu'on appelle les micro-agressions, qui sont peut-être moins spectaculaires que le fait de ne pas avoir un emploi ou le fait d'être canalisé dans certains types de quartiers, mais qui sont la vie quotidienne, toutes ces interactions négatives, ces dévalorisations, disqualifications, le fait d'être en raison d'être racisé et d'avoir une moindre valeur dans beaucoup de moments de la vie sociale. Et les travaux qu'on peut faire, par exemple, sur des pathologies, santé mentale, des questions de santé qui sont extrêmement influencées par cette expérience quotidienne répétée. Si ça n'est pas du côté du revenu et des ressources, c'est du côté de la détérioration de son corps, de son mental et de ses conditions de vie que cela se paye. Donc on a encore beaucoup de choses à comprendre et à connaître. Et ce qu'on a essayé de mesurer également, c'est les conséquences d'un processus de conscientisation. C'est-à-dire que depuis 15 ans maintenant, qu'on parle de discrimination, progressivement, il y a une montée en charge de l'identification et la compréhension de la part des personnes qui sont racisées et qui sont exposées aux discriminations, des mécanismes et des systèmes de filtrage auxquels elles sont confrontées. Donc au départ, elles n'étaient pas spécialement préparées à concevoir que si elles n'avaient pas le logement, c'est parce que d'autres en avaient avec les mêmes caractéristiques, sauf qu'elles n'avaient pas la même origine. Donc elles n'ont pas soupçonné immédiatement que ce temps d'attente, cette difficulté à trouver un logement, cette difficulté à trouver un emploi pouvait être expliquée par ça. Puis progressivement, elles finissent par avoir des indices. Et donc c'est ce qu'elles ont fait. Avec cette prise de conscience, et peut-être aussi l'aggravation des discriminations, c'est compliqué pour nous de mesurer vraiment l'aggravation des discriminations. Parce que finalement, ce qu'on a, c'est des variations qui sont liées aussi à des perceptions. Néanmoins, quand on pose la question aux personnes, est-ce que vous avez été discriminé dans les 5 dernières années ? Eh bien, en 2008, 3% des femmes disent « oui, j'ai été discriminée en raison de mon sexe », ce qui était extrêmement réduit, ce qui prouve, non pas qu'il n'y a pas de discrimination en raison du sexe, ce qui prouve que les femmes ne conçoivent pas leur expérience en termes de discrimination. Elles le verbalisaient autrement. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en 2015, 26% des femmes disaient « j'ai été discriminée en raison de mon sexe ». Cette variation de 2008 à 2015, ce n'est pas uniquement, et probablement pas d'ailleurs, une aggravation des discriminations sexistes qui se sont passées, d'autant plus qu'il y a quand même eu un train, là, ici, de politique
plus que de lois, qui ont essayé de travailler sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et pour une partie, on peut les critiquer, mais en tout cas, elles ont une forme d'efficacité relative. Mais malgré tout, vous voyez qu'il y a là une montée en charge de la question des discriminations du point de vue des femmes. On a une variation peut-être un peu moins forte du côté des personnes racisées. 30% disaient « j'étais victime de discrimination ethnique ou raciale à raison de mon origine ou de ma couleur de peau » en 2008, 40% en 2015, une progression mais qui est probablement pas tout à fait significative. Par contre, là où on enregistre une progression extrêmement spectaculaire, c'est la discrimination à raison de la religion déclarée par les musulmans. En 2008, 5% des personnes qui se disaient musulmanes disaient « j'ai été discriminé à raison de ma religion ». Elles disaient qu'elles avaient été discriminées à raison de leur origine. Parce que, évidemment, les personnes qui sont musulmanes, une grande partie d'entre elles, 70% sont d'origine maghrébine, 10% sont d'origine d'Afrique subsaharienne et 9% turcs. Donc, évidemment, leur origine intersecte avec leur religion et elles n'identifiaient pas les formes de traitement discriminatoires qu'elles subissaient en termes de discrimination. 7 ans plus tard, en 2015, 31% disent « j'ai été discriminé à raison de ma religion ». C'est-à-dire que le débat français, la structuration autour de la question de l'islam a des conséquences extrêmement majeures de la façon dont les personnes comprennent leur expérience, la verbalisent et sont capables d'en parler. Et donc je conclurai là-dessus, pour ne pas déborder de mon temps. Ce qu'on sait des discriminations, c'est que peut-être elles s'aggravent, c'est pas très sûr. En tout cas, elles sont toujours là. Et tous les chiffres qui sont travaillés du point de vue non pas de l'expérience autodéclarée de la discrimination, mais qui viennent de ces mesures que j'ai indiquées sur le taux de chômage, sur les qualifications, l'accès au logement et ainsi de suite, montrent qu'il n'y a absolument pas de réduction du niveau de désavantage que rencontrent ces populations racisées. La deuxième information, c'est que ce n'est pas le fait d'être immigré qui compte. Les immigrés d'origine européenne n'ont absolument pas du tout les mêmes problèmes sur le marché de l'emploi. Portugais, espagnols, italiens, ni dans les années 70, ni dans les années 80, ni dans les années 2000, n'ont un type de stigmatisation et de bifurcation qui sont de la même nature. Il y a là un prisme très particulier qui est lié à l'origine postcoloniale d'une partie de ces personnes racisées. Troisième information, ça ne s'améliore pas entre les immigrés et les descendants d'immigrés. On ne sait pas ce qui se passe après. Ça veut dire qu'on est en train de reproduire sur plusieurs générations un désavantage, ce qui veut dire qu'on est face à une structure racialisée du fonctionnement de nos institutions et des marchés en France aujourd'hui. Et donc, dernière conclusion, eh bien, comme je le disais en introduction, il faut des lois, elles existent. Elles sont très peu appliquées, très peu applicables en réalité, quand on les regarde, les lois sur les discriminations. Parce qu'il y a toujours un doute de savoir, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment la discrimination? On a eu dans les saisines nos défenseurs des droits qui ont baissé par rapport à celles qu'avait la HALDE auparavant, peut-être autour de 3000 saisines qui ont débouché sur une centaine de cas judiciaires qui ont abouti à 2 condamnations. Cette chaîne judiciaire montre que c'est important. C'est absolument pas une façon de dire il ne faut pas avoir ce type d'approche-là. Ça veut dire qu'il faut que ça soit secondé par des politiques offensives en matière de lutte contre les discriminations, des politiques qui, sur un modèle extrêmement similaire à ce qui est fait sur l'égalité entre les femmes et les hommes, devraient toucher la question des discriminations ethniques et raciales. Or là, le nœud du problème, c'est qu'autant on peut dire les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, autant quand on a dit population racisée comme je l'ai fait, c'est assez facile verbalement, mais dès qu'on commence à devoir désigner des catégories et les observer dans le domaine de la vie sociale, que ce soit dans l'emploi, dans l'école, dans l'accès au logement, ben là on est embêté parce qu'il faut faire des catégories qui sont fondées sur l'origine ethnique ou raciale. Et la principale raison pour laquelle on ne fait pas de politique, c'est parce qu'on n'a pas les catégories. Donc c'est une question qui est posée sur la table collectivement, qui est jusqu'où on veut à garder notre approche qu'on qualifie de colorblind, c'est-à-dire aveugle à la couleur. Est-ce que cette approche qu'on pense être une solution contre le racisme n'est pas finalement le problème plus que la solution? Je laisse ça aux autres intervenants également pour dire quelque chose à ce sujet. Bien. Merci pour ce premier constat que vous avez posé. Je vais passer la parole à Nassira Ghenif Souilamas pour savoir si, du point de vue de la sociologue, de l'anthropologue, est-ce que le constat qu'elle peut faire se recoupe avec celui qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'il y a des différences d'approche? Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole. Merci.
Bonjour et merci pour cette invitation, cette occasion renouvelée. Et puis, comme le notait Patrick, il y a comme un étrange sentiment de recommencement, de répétition et non pas de différence sur ces questions que nous n'avons cessé d'aborder en fait depuis maintenant 20 ou 30 ans ou 40 ans. J'aurais passé une grande partie de ma vie à participer à ce genre de rencontres. Alors, je ne le déplore pas, elles sont absolument nécessaires, elles sont vitales, mais pour autant, elles nous donnent le sentiment que rien n'a véritablement été fait ni compris de ces phénomènes. Alors, je ferai une brève incursion, non pas rhétorique du tout, mais tout à fait centrale dans mon propos, par rapport à ma biographie, puisque, en fait, je fais partie de l'objet qui est traité, et je pense qu'il est désormais inutile de prétendre ne pas en faire partie, parce que ça fait partie du problème, effectivement. Hein. Faire comme si j'avais une sorte de neutralité, que je ne revendique pas, et qui me semble éminemment dommageable à ces questions, me conduit à dire de façon très simple, mais très nécessaire, que mes parents sont nés colonisés. Donc, ils étaient sujets de l'Empire français, ils étaient indigènes en Algérie, au début du XXe siècle, et qu'au début du XXIe siècle, je suis devenue professeure des universités à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Donc cet arc, d'une certaine manière, il traduit à la fois des possibles, mais aussi des impossibilités. Et il traduit surtout, me semble-t-il, et j'en fais pas une question personnelle, je pense qu'elle appartient à nous toutes et tous, il traduit la centralité de la généalogie coloniale dans notre société française. Pas seulement parce que ça ferait partie du passé, autrement dit, ce serait l'histoire de mes parents. Non, c'est bien la mienne, c'est bien la nôtre, c'est du présent colonial dont il s'agit, et c'est cela qu'il faut aujourd'hui parvenir à traduire dans les termes qui sont ceux qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire celle des inégalités, celle du racisme, celle des discriminations, mais plus centralement aussi d'une notion qu'on hésite à utiliser parce qu'elle semblerait qu'elle fâche, qui est la notion de la race. Autrement dit, lorsqu'on parle de colonialité et du présent colonial, on parle de la persistance d'un système race qui continue à opérer et à produire toutes les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, je vais essayer de proposer un certain nombre de réflexions pour nourrir notre discussion aujourd'hui et peut-être aussi nourrir l'action des élus de la France insoumise et au-delà. J'espère que vous serez une force de proposition par rapport à ça, parce que ça devient extrêmement urgent. Et donc, je reviendrai sur un certain nombre de points qui me semblent pouvoir peut-être nous aider à comprendre. Alors, tout d'abord, précisément dans la généalogie coloniale, je pense qu'il est important de comprendre à quel point est-ce que l'inégalité dans tous ces États, puisque c'est le thème de notre table ronde, de celle-ci, renvoie en fait à des logiques d'exception et d'urgence. C'est-à-dire qu'il serait complètement erroné dans notre appréhension de ce que nous sommes en train de voir, de vivre au quotidien, et ce dont nous sommes partie prenante, puisqu'il n'est pas question non plus de considérer qu'il y aurait des personnes vertueuses qui échapperaient à ces régimes du racisme et de la racisation ou de la racialisation, pour reprendre les deux termes qui avaient été proposés respectivement par Colette Guillaumin et par François Non. Il serait inutile de prétendre que nous serions extérieurs et que d'une certaine manière nous serions impuissants face à cela. Nous participons de ces logiques-là. Elles passent par nous, autrement dit. Et ça me semble être un aspect important. Donc l'égalité des droits, d'une certaine manière, c'est un horizon que nous n'avons jamais atteint. C'est une chose entendue, c'est pour ça que le législateur continue à agir. Mais je pense que c'est d'autant plus un horizon lorsque nous parlons des personnes qui sont en butte à des logiques de racisme et de discrimination. Donc cet horizon, il est d'autant plus lointain qu'il est empêché par une sorte de système qui serait fondé sur un état d'exception, d'une part, c'est-à-dire qu'il y a bien dans la société française des segments de la population, de ce qui la constitue de façon durable aujourd'hui, puisqu'on n'en est plus à parler d'immigration seulement, on parle aussi de minorités descendantes à la fois de l'immigration et de l'histoire coloniale, du passé-présent colonial. C'est sous ce régime d'exception que ces segments de la population vivent, en fait. Et il y a quelque chose là qui contribue à les empêcher, à les maintenir hors d'un cercle qui serait celui de l'égalité, hors d'un régime de droit commun. Et donc c'est précisément l'accès au droit commun qui leur est interdit.
Et je pense que raisonner en termes de régime d'exception, en termes d'état d'exception, nous permet de comprendre les mécanismes profonds et puissants qui font que ces logiques racistes, raciales, discriminatoires persistent. Ça n'est pas une aberration du système, c'est le cœur du système. Il fonctionne comme ça parce que rien n'a jamais été démantelé de l'ordre colonial et de l'ordre racial qui a été fondateur de la société dans laquelle nous vivons. Et on pourrait étendre ça, d'ailleurs, à l'ensemble de l'Europe. Je ferai juste une remarque là-dessus, puisque le mot Europe fait aussi partie de cette table ronde. Il y a quelque chose qui semble être souvent perdu de vue, c'est cette sorte de concomitance historique entre la liquidation de l'ordre impérial, enfin, sous la forme qui était connue, hein, c'est-à-dire celle des empires coloniaux, et l'européanisation dans laquelle nous sommes entrés à travers la fondation de l'Europe, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, sous toutes ses formes. Mais je pense que cette concomitance-là, ce moment historique, ces liens étroits qui existent entre la désimpérialisation et l'européanisation du monde dans lequel nous sommes, est souvent perdu de vue, à tel point que nous ne comprenons pas en quoi est-ce que ces deux moments, ces deux mouvements sont intimement liés et font que ne pas prendre la mesure du fait que la désimpérialisation n'a jamais été achevée, d'une certaine manière, de la même manière que beaucoup de penseurs nous disent que la décolonisation n'a pas eu lieu. Ces éléments-là, dès lors qu'ils sont perdus de vue, ils nous privent d'un prisme de compréhension dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Il faut parvenir à comprendre en quoi est-ce que l'européanisation, d'une certaine manière, recouvre l'inachèvement de la phase impériale et de la phase coloniale. Et d'une certaine manière, les États européens se sont contentés d'une bonne conscience qui consistait à dire « nous avons fondé l'Europe », alors sur les cendres de ce qu'ont été, à tous les sens du terme, la Seconde Guerre mondiale, sur le passif colonial, mais en fait ce passif n'est pas encore liquidé d'une certaine manière. Nous avons encore des choses que nous devons comprendre de façon fondatrice dans cette histoire-là. C'est ce qui permet qu'un régime d'exception persiste, d'une certaine manière. Il y a des populations qui sont identifiées, assignées, mises de côté, et donc vouées en quelque sorte à ne jamais pouvoir pleinement accéder à leurs droits, dans la mesure où précisément elles ne sont pas considérées comme ayant des droits. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important de ce point de vue-là, c'est que elle-même, d'ailleurs, je pense que c'est une réflexion qui sera utile à avoir, cette exceptionnalité, elle l'intériorise. Hein, tu disais tout à l'heure que 3% des personnes en 2008 disaient qu'elles n'avaient pas le sentiment d'avoir vécu une expérience de sexisme et 5% de racisme. 30% de racisme, mais il y en a 70 qui l'ont sans doute vécu, mais qui n'en disent rien. Et je pense que là, il y a quelque chose, cet état d'exceptionnalité, ce régime d'exceptionnalité, qui d'une certaine manière nie l'accès aux droits, la légitimité des droits qui peuvent être revendiqués, contribue à entretenir le sentiment que d'une certaine manière, la discrimination, c'est pas pour moi. Moi, mon régime, c'est celui du déni de droits, d'une certaine manière. Donc la question, c'est pas tellement pourquoi moi, c'est évidemment que je suis destinataire de ce genre de logique, à tel point qu'on finit par les minimiser et à ne même plus les penser dans des termes qui sont ceux de la discrimination. Ça a été le lot de la quasi-totalité des migrants et de leurs descendants pendant des décennies, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir conscience du fait qu'on pouvait avoir accès à des droits. Si s'opère ce basculement à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est qu'il commence à y avoir une montée en puissance d'une conscience que, effectivement, je suis sans doute en droit de réclamer mes droits. Et si je ne le fais pas, eh bien, c'est que je me maintiens, d'une certaine manière, dans ce régime d'exceptionnalité qui m'est imposé. Donc la question, aujourd'hui, elle se pose aussi au niveau de l'expérience subjective du racisme et des discriminations. La façon dont cette expérience-là va pouvoir, à un moment donné, aboutir à une prise de conscience, être vécue comme quelque chose qui est une atteinte à l'intégrité de soi-même, et pas simplement des lois de la société. C'est quelque chose qui est vécu, qui traverse individuellement et collectivement les personnes concernées.
Il y a cet autre régime, donc il y a l'état d'exception qui est donc inscrit dans ce passé-présent colonial qui continue à perdurer. Il y a aussi l'état d'urgence, comme si tout s'est passé pendant les décennies que nous avons connues, comme s'il y avait toujours quelque chose de plus important à faire que de s'occuper du racisme et des discriminations. Alors c'est une rhétorique qu'on connaît bien, puisque c'était aussi celle qu'ont vécu les féministes, blanches ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait toujours mieux à faire que de s'occuper des structures sexistes des sociétés dans lesquelles nous sommes. Il y a visiblement encore toujours quelque chose de plus urgent à faire que de s'occuper des structures racistes non seulement de la société, mais de l'État qui, aujourd'hui, a le pouvoir et nous gouverne. Donc l'urgence serait peut-être... Alors on pourrait imaginer effectivement qu'il y a aussi un faux semblant, là, ou une sorte de mauvaise foi qui consiste à dire qu'il vaut mieux se convaincre qu'il y a mieux à faire que de s'atteler à lutter contre les discriminations, parce que ça permet de différer le moment où il va falloir affronter les structures raciales et racistes du système dans lequel nous nous trouvons et de l'État qui nous gouverne. Donc cette forme d'urgence qui est toujours déployée ailleurs que sur le terrain du racisme et des discriminations, elle contribue, elle aussi, à maintenir des groupes sociaux entiers, des groupes racisés entiers, des segments de la société et de la population, pas seulement française, mais de tous les habitants qui vivent en France. Donc, de fait, les migrants, les illégaux, les irréguliers, les clandestins, les exilés, voilà, toute une série de groupes comme ça, de catégories qui diffractent l'ensemble de l'existence au sein de la société française. Et toutes ces populations-là, en fait, ne font pas partie de l'urgence. Elles sont toujours différées, en quelque sorte, dans le traitement dont elles vont faire l'objet, et notamment dans le cadre des politiques publiques qui vont leur être imposées. Donc l'état de droit est visiblement un état différé de la réalité dans laquelle nous nous trouvons. La question aujourd'hui peut être posée, est-ce qu'il n'est pas devenu urgent de mettre au centre de la discussion les conditions dans lesquelles l'état de droit peut enfin advenir ? Puisque, même si nous nous trouvons dans une enceinte qui fera la démonstration que c'est le cas, il est probable qu'on doive répondre non, il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce point de vue-là. Alors, autre point que je voulais soulever par rapport à ces questions, c'est la relation entre racisme et discrimination qui passe de façon inévitable, et notamment dans l'histoire de la façon dont l'État français a développé une rhétorique par rapport à ces questions-là, par l'intégration. Le maître mot qui nous a été imposé à travers toute une série de politiques, de ministères, de directions. Donc voilà, c'est une catégorie d'action publique, c'est une rhétorique idéologique et politique, mais c'est censé aussi être quelque chose qui, à un moment donné, pourrait s'incarner dans les personnes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fiction du récit national qui consiste à faire la démonstration que l'intégration, c'est possible. D'ailleurs, j'ai rencontré des personnes intégrées. Donc, vous avez des femmes, des hommes basanés, noirs, plus ou moins identifiables, qui font la démonstration que l'intégration, c'est possible. Or, toutes les fois où la rhétorique de l'intégration est activée, en fait, elle suractive, elle précipite en quelque sorte le moment où les discriminations vont devenir possibles. Donc, alors, on est typiquement dans un régime d'exceptionnalité, puisque toutes les personnes intégrées font la démonstration, elles sont l'exception à la règle, puisque la règle, c'est le déficit d'intégration dont on nous a beaucoup parlé, et qui continue d'ailleurs à être opératoire, y compris dans des manifestations de plus en plus tragiques du déficit d'intégration. Toute la rhétorique aujourd'hui, ou toutes les politiques qui se font en termes de déradicalisation, sont des politiques qui visent à nous expliquer que ces personnes n'ont pas été intégrées. Et c'est parce qu'elles n'ont pas été intégrées qu'elles se sont radicalisées. Donc la lutte contre le racisme et les discriminations, de ce point de vue-là, englobe des domaines beaucoup plus vastes que celui que l'on veut bien admettre. Il y a une zone de confort sur laquelle on voudrait bien pouvoir travailler. Aujourd'hui, on est dans la zone d'inconfort absolu. Parler en termes de déradicalisation, c'est prétendre nier tous les mécanismes qui ont conduit à ce que des segments entiers de la population ne se soient pas considérés comme étant membres de la nation, étant dans des formes d'attachement, quels qu'ils soient. Donc,
il sera sans doute utile dans la réflexion sur les politiques à mener de définitivement se débarrasser du terme d'intégration, puisqu'en fait, il produit précisément ce qu'il prétend combattre. Il est un vecteur de production de discrimination, il est un vecteur de légitimation d'un racisme qui du coup devient vertueux, hein, c'est-à-dire prôner l'intégration, c'est s'autoriser à exercer une forme de racisme vertueux à l'encontre de personnes dont on considérait qu'elles ne sont pas dans la norme, et c'est d'ailleurs autoriser aussi la prolifération de cette expression qui est devenue complètement ordinaire aujourd'hui, qui est celle des populations issues de l'immigration. Alors quand vous êtes issu en général, la situation est particulièrement compliquée pour vous. Hein, ça va faire que s'aggraver. Donc je pense que le mot « issu de » nous pose beaucoup plus de problèmes qu'il en résout. En général, d'ailleurs, quand on enlève « issu », grammaticalement, ça continue à fonctionner. Et par contre, ça nous soulage d'un grand poids, n'est-ce pas, qui est celui de devoir nous justifier sur le fait que nous serions issus de quelque chose. Minorité, d'ailleurs, enfin bon, c'est devenu complètement proliférant, cette expression. Dernier point que j'aborderai pour conclure, c'est le produit en quelque sorte ordinaire de ces mécanismes, et notamment de ce que j'ai pu essayer de développer en termes d'égalité restreinte. Donc ça, c'est le régime d'exception le plus ordinaire et le plus diffus, celui qui est quasiment imperceptible, qui est passé dans les mœurs, qu'on ne remarque même plus, et qui va faire que en fait, les discriminations, l'expression du racisme, tu évoquais tout à l'heure les microagressions, se diffractent, se dispersent, est complètement atomisé dans l'expérience. Et ça, c'est vraiment la meilleure bonne nouvelle pour maintenir un régime qui est structurellement et étatiquement raciste et sexiste aussi, d'ailleurs, parce que ça vaut aussi sur ce plan-là. Donc, les discriminations se diluant, devenant de plus en plus imperceptibles du point de vue de leur mécanisme, du point de vue de leur impact, hein, puisqu'il y a effectivement une capacité, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la résilience, hein, terme à bannir aussi de notre vocabulaire, parce que c'est éminemment problématique, il vaut mieux résister qu'être résilient, si je puis me permettre de le dire comme ça. Et donc, ces questions d'égalité restreinte, c'est le mécanisme par lequel les inégalités structurelles ont vocation à se perpétuer. Donc, je pense que nous avons tout intérêt à être particulièrement vigilants sur ce régime de conditionnalité, hein, qui va faire qu'en fait, l'égalité, c'est presque pour vous, mais vous avez encore un effort à faire. Et ça individualise la peine. Hein, la peine de l'inégalité incombe aux personnes et non plus aux structures ou aux systèmes. Donc l'égalité restreinte, de ce point de vue-là, est ce qui constitue un peu une grille de lecture qui nous permet de repérer tous les espaces dans lesquels les discriminations s'exercent, de repérer les modalités sous lesquelles la racialisation et la racisation vont s'installer dans notre paysage sans que nous en soyons vraiment conscients. Et c'est précisément à partir de cette grille de lecture, de l'égalité restreinte, de ce régime de conditionnalité, de ce régime restrictif, qui permet de perpétuer des privilèges d'un côté et qui va perpétuer d'un autre des désavantages ou des absences de droits. C'est ce régime de l'égalité restreinte qui, dès lors qu'on en débusque les mécanismes extrêmement subtils, puisque effectivement nous ne sommes pas racistes, hein, nous sommes convaincus de ne jamais l'être, de ne jamais exister, de ne jamais exercer aucune forme de discrimination, c'est ce régime-là qui nous permet de comprendre à quel point, de déceler à quel point est-ce que nous sommes partie prenante de ces pratiques-là. Nous en bénéficions aussi, autrement dit, nous pouvons vivre des expériences de sexisme et de racisme, mais précisément parce qu'elles sont diffractées ou diffuses, nous avons aussi parfois la consolation de nous dire que nous ne sommes pas complètement écrasés par ce régime-là. Or, le simple fait de pouvoir le vivre de façon intermittente pourrait nous amener à lever notre niveau de vigilance et à ne pas suffisamment lutter contre ces pratiques-là et contre la dimension coloniale et structurelle du racisme et des discriminations telles que nous les vivons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Nous allons poursuivre ce tour de table et je vais passer la parole à Dominique Vidal, qui reviendra peut-être, sans doute, notamment sur les événements récents et ses publications récentes sur les questions de l'antisémitisme, parce qu'on voit qu'à intervalles réguliers, quand même, quand il y a des faits divers, il y a parfois une micro-urgence à un moment donné qui s'évapore aussi instantanément qu'elle est arrivée, mais comment tout ça aussi peut être utilisé ou instrumentalisé plutôt par un certain nombre de personnes. Merci beaucoup.
On a beaucoup parlé d'antisémitisme pendant le mois de février, des croix gammées tracées sur les portraits de Simone Veil, jusqu'à la profanation du cimetière de Katzenheim, en passant par l'agression verbale dont a été victime Alain Finkielkraut. Ce serait dangereux de sous-estimer ces phénomènes. Encore faut-il bien apprécier la nature de ce dont il est question. Premier élément, la réponse de nos compatriotes à la question « Les Juifs sont-ils des Français comme les autres ?» En 1946, il y avait déjà l'IFOP, seul un tiers de nos compatriotes disait oui, les 2 tiers disaient non. L'an dernier, une enquête d'Ipsos nous montre que 92% des Français disent oui, les Juifs sont des Français comme les autres. Ça tente à indiquer quand même que l'antisémitisme comme idéologie a été marginalisé. Second élément, en revanche, la persistance de certains préjugés vis-à-vis des Juifs, bien qu'en recul. Selon la même enquête, de 38 à 53% des sondés partagent des idées du type « les Juifs ont beaucoup de pouvoir »,« les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français », les Juifs sont un peu trop présents, j'aime bien le « un peu », trop présents dans les médias. Nuançons quand même, il existe aussi, paraît-il, des préjugés contre les Corses, les Bretons ou les Auvergnats. Parlera-t-on pour autant de racisme anti-corse, de racisme anti-breton ou de racisme anti-auvergnat? Les ch'tis, on peut faire une liste très longue. Troisième élément de l'analyse, les violences. Chaque année, comme vous le savez, la Commission nationale consultative des droits de l'homme en suit l'évolution. La surprise, ça a été en 2002 par rapport à 2001, le fait que le nombre d'actes de violence racistes ait été multiplié par 4 et en leur sein, le nombre d'actes de violence antisémites par 6. Toutefois, ce qu'on oublie en général de préciser, depuis 2003, juste après, on est entré dans un long et net reflux des violences antisémites qui se poursuit tout au long des années suivantes. Quant aux violences racistes, elles ont triplé en 2015, année des premiers grands attentats djihadistes en France, mais connaissent un recul de près de 60% en 2016. Les actes anti-juifs, on le sait, ont augmenté fortement en 2018, plus 74% selon le ministre de l'Intérieur. Mais celui-ci a oublié de signaler que les années précédentes ayant connu une baisse considérable des violences antisémites, la résurgence de 2018 relève aussi d'un effet mathématique. La preuve, c'est que si le nombre de violences de l'an dernier est de 541, on en avait renoncé 851 en 2014. Quatrième élément, certains intellectuels parlent d'antisémitisme musulman, entre guillemets. Cette thèse a même fait l'objet d'un procès, Georges Bensoussan ayant repris, lors de l'émission Réplique, l'idée que, je cite, « dans les familles arabes, l'antisémitisme se tête avec le lait de la mère ». Blanchi par la justice, toujours courageuse, le responsable du mémorial de la Shoah n'en a pas moins fait l'objet d'une mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et surtout, j'ai cru comprendre, je vous le signale, qu'il a perdu ses fonctions au mémorial. Cette polémique a été alimentée par un sondage réalisé par la Fondation pour l'innovation politique qui a suscité à l'époque de vives réactions. Ainsi, la politologue Nona Meyer a-t-elle appelé dans Le Monde à, je cite, « parler d'antisémitisme avec rigueur ». À ces critiques sévères d'ordre méthodologique, la chercheuse ajoutait, je cite, « une interrogation plus générale sur la pertinence du concept de nouvel antisémitisme de Pierre-André Taguieff, car ce dernier, souligne Nona Meyer, je cite, « voit un antisémitisme masqué derrière la critique d'Israël et du sionisme. » Toutes ces données quantitatives ne sauraient dissimuler, dernier élément de l'analyse, les réalités qualitatives.
Pour la première fois depuis 1945, des Juifs en France ont été assassinés par des Français en tant que tels. Les 4 victimes juives de Mohamed Merah, les 4 martyrs de l'Hyper-Cacher, mais aussi Ilan Halimi, Lucie Attal-Halimi et Mireille Knoll. S'agissant de ces 3 derniers crimes, la complexité des autres motivations des tueurs, meurtres crapuleux, voire actes de folie, n'empêche pas qu'ils soient d'abord perçus, notamment dans les médias, comme antisémites. C'est dire, pour résumer, que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme reste plus que jamais nécessaire et qu'elle suppose une vigilance de tous les instants. Toute incitation à la haine raciale, toute propagande négationniste doivent être combattues et sanctionnées. Et de ce point de vue, la loi antiraciste de 1881, celle de 1972 et le code pénal constituent un arsenal efficace, à condition évidemment qu'il soit mis en œuvre. Comme vous le savez, pendant des années, un Dieudonné ou un Soral ont pu jouer impunément avec l'antisémitisme et le négationnisme. Depuis qu'ils sont condamnés, tous deux utilisent le mot sioniste au lieu de juif pour tenter d'échapper à la justice. Ce détournement de vocabulaire ne trompe personne. Il appelle toutefois tous les antisionistes à la plus grande clarté. En tout cas, rien dans tout cela ne justifierait l'adoption d'une loi criminalisant l'antisionisme. D'abord, ce serait une erreur historique. La majorité des Juifs n'a jamais répondu aux appels du mouvement sioniste, si bien qu'aujourd'hui, 71 ans après la création d'Israël, et suite à des vagues d'immigration sans autre choix, survivants de la Shoah, Juifs des pays arabes, soviétiques, 6 millions de Juifs s'y trouvent, contre 10 millions qui vivent ailleurs. Sans compter que de 600 000 à 1 million de citoyens israéliens ne vivent plus dans leur pays. J'ajoute que la plupart des antisionistes à travers l'histoire ont été et sont juifs. Les traiter d'antisémites est complètement absurde. Mais une telle loi représenterait surtout une faute politique, à savoir la réintroduction d'un délit d'opinion étranger à notre droit. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, veut-il en revenir au temps de la guerre d'Algérie, lorsque la censure caviardait chaque soir les quotidiens nationaux et régionaux? Et si les sionistes interdisaient l'antisionisme, pourquoi les communistes n'interdiraient pas l'anticommunisme, les gaullistes l'antigaullisme et les libéraux l'altermondialisme? Je me félicite personnellement que le président de la République ait finalement, après nombre d'hésitations, écarté cette perspective. Il est vrai que la plupart des juristes s'y opposaient, que ses proches y rechignaient, et que non seulement 57% des Français disaient avoir une mauvaise image d'Israël, mais on ne l'a pas souligné, c'est un sondage de l'IFOP au mois de mai dernier, 69% de nos compatriotes disaient avoir une mauvaise image du sionisme. Pourquoi alors avoir annoncé que pour lutter contre l'antisionisme, la France, je cite, appliquera, je ne comprends pas très bien le sens de la formule, la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, IHRA. Il suffit de lire celle-ci, comme les exemples qui l'accompagnent et qui sont présentés comme n'ayant aucune valeur juridique, verbatim dans le texte, pour constater que l'antisionisme qu'on veut combattre avec cette définition n'y figure pas. Frédéric Potier, le préfet en charge de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, le reconnaît, je cite, « L'apport de cette définition est qu'elle parle de la haine d'Israël en tant que collectivité, même si le mot d'antisionisme ne figure pas en tant que tel. Elle permettra cependant de qualifier d'antisémite une partie des propos antisionistes. Comment ? Pourquoi ? De toute évidence, nos lois suffisent, par exemple, pour poursuivre la poignée de ceux qui ont insulté Alain Finkielkraut. Ce que le CRIF attend, de toute évidence, n'est-ce pas un instrument de plus pour faire taire toute critique de la politique israélienne ? Ce n'est pas ainsi, à mon avis, qu'on combattra efficacement l'antisémitisme.
Si la répression est nécessaire, ce sont surtout les lois, l'éducation, la mobilisation populaire qui pèseront. Avec une condition sine qua non, sur laquelle je veux conclure, il ne faut pas opposer les racismes, il ne faut pas les hiérarchiser. À la concurrence des victimes, il faut substituer leur action commune. La lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre la xénophobie, c'est une seule et même lutte. Merci de votre attention. Merci. Et je préciserai juste à titre indicatif que dans le code pénal, il n'y a pas de distinction entre les racismes et les discriminations. C'est un seul et même délit. Je vais laisser la parole à Régine Sénac. Réjeanne, pardon. Oula. C'est pas le premier. Je mets ça sur le compte de la fatigue. À Réjeanne Sénac, donc, politiste, pour conclure ce premier tour de table, avant de passer un échange avec la salle, sur le constat que vous pouvez faire sur la question de l'égalité sans condition, parce que c'était le terme de votre livre. Voilà, je vous laisse la parole. Alors merci beaucoup pour cette initiative et pour votre invitation. Je me régale depuis le début de la table ronde. Il y a vraiment des ponts entre nos regards complémentaires, en particulier d'un point de vue disciplinaire. Donc moi, je suis la politiste du groupe et j'aimerais juste rapidement éclairer quelque chose qui peut apparaître assez paradoxal, mais la nécessité de repolitiser la lutte contre les discriminations. Là où c'est paradoxal, c'est que la lutte contre les discriminations, c'est en réalité le bras armé, le bras juridique, de l'application du principe politique qui est censé être notre principe politique premier dans l'ordre lexical républicain, qui est le principe d'égalité. Donc c'est en ça qu'être amené aujourd'hui à dire il faut repolitiser ce qui est en réalité normalement au cœur de ce qui fait notre communauté politique, est à la fois paradoxal et éminemment vital. Alors, pourquoi vital ? Parce que le rapport à la lutte contre les discriminations, il est à la fois posé comme évident, une forme d'illusion du consensus qui renvoie à une illusion du consensus autour du principe d'égalité, et il est en même temps dépolitisé à plusieurs titres. J'aborderai deux points qui me semblent deux points cardinaux de cette dépolitisation, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on a peu de temps. Donc le premier point pour moi, c'est en termes de principe de justification de cette lutte contre les discriminations, comment on s'enferme dans un no alternative, où on est enfermé, plus qu'on ne s'enferme, en termes de principe de justification publique, sur le fait de justifier l'application de la non-discrimination, du droit antidiscriminatoire, au nom de ce qu'elle est performante. Alors on verra que ce n'est pas seulement une performance d'ailleurs économique, mais ce qui pour moi est exemplaire, si je dois citer qu'un seul exemple, en tout cas du portage public et institutionnel de ce recours à la performance de la lutte contre la discrimination, c'est le rapport de France Stratégie, qui date un peu maintenant, mais qui je trouve est fort intéressant, qui est d'octobre 2016, qui portait sur le coût économique des discriminations. Alors, il y a énormément de travaux qui portent là-dessus. Il y a beaucoup de case studies. Mais là, ce qui est intéressant dans ce rapport de France Stratégie, c'est que dans l'avant-propos qui avait été écrit à l'époque par le commissaire de France Stratégie, qui était Jean Pisani-Ferry, il disait bien sûr qu'il y a le principe d'égalité, mais en période de crise et en période de crise globale, et on est tous toujours là en période de crise globale depuis assez longtemps maintenant, il est essentiel pour être audible et pour justifier des arbitrages politiques de montrer que c'est rentable. Et là, on y va au coup de massue. À chaque fois, là, c'est 165 milliards d'euros, tenez-vous bien, qui seraient... donc qui rentreraient dans le PIB s'il n'y avait pas de discrimination. Et c'est intéressant
les critères qui sont utilisés, et Patrick Simon a pas mal posé cet enjeu, c'est à la fois la question alors des discriminations, là c'est dans l'emploi uniquement dans ce rapport, en ce qui concerne les femmes et ce qui ne sont pas appelés les racisés bien entendu, mais on voit que qui sont analysés, le public qui est analysé, c'est les personnes, les Français venant des dom-toms et donc les immigrations subsahariennes et maghrébines. Donc on voit qu'en fait, ce qui est analysé, c'est le racisme postcolonial. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce rapport, c'est qu'il y a vraiment un risque de dépolitisation, mais là qui est tout à fait assumé, qui est de justifier l'application du principe d'égalité au nom d'une cohabitation apparente, mais pour moi, ce n'est pas une cohabitation apparente. Hein. On dit souvent c'est la cerise sur le gâteau de montrer que c'est performant. Enfin, moi je dis avec une métaphore tout à fait douteuse, hein, la cerise empoisonne le gâteau. C'est-à-dire que si vous dites à la fois c'est pour appliquer le principe de justice d'égalité et puis ça tombe bien, c'est rentable, en réalité, ce qui parle, c'est que vous mettez le principe de justice d'égalité dans le marché. Donc là, c'est du néolibéralisme poussé à son cynisme le plus grand. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que Jean Pisani-Ferry s'en rend un peu compte dans son avant-propos, et il dit, bien entendu, que s'il était montré que discriminer était rentable, ça ne marcherait pas. Donc là, c'est quand même utiliser l'argument économique et de dire que ce n'est pas réversible. Juste après, comme j'avais fait une tribune dans Le Monde, j'ai été invitée à faire un débat avec l'un des rapporteurs, à l'Assemblée nationale d'ailleurs, c'était organisé par SOS Racisme. Et nous avons eu des tweets assez sympathiques, puisque le titre du débat, c'était le coût économique des discriminations. Et les tweets sympathiques, c'était « Et le coût des racailles, on en parle ?» Ben oui, si on se situe à ce niveau-là, si on dépolitise, c'est-à-dire que le principe d'égalité n'est plus un principe. Il est une valeur comme les autres. D'ailleurs, c'est très intéressant. On parle souvent de valeur de la République. L'égalité, ce n'est pas censé être une valeur. La valeur, c'est justement ce qui vaut, mais ce qui peut valoir pour les uns et pas pour les autres. Là, on décapite le principe d'égalité en le mettant dans des logiques de conditionnalité. Moi, j'appelle ça l'égalité sous condition de performance, de l'inclusion des non-frères, puisque les femmes et les racisés, les racialisés, c'est les non-frères, c'est-à-dire celles et ceux qui ont été pensés comme incompatibles avec l'exercice de la raison, qui est la caractéristique de ces semblables politiques que sont les hommes blancs. Donc ça, c'est une fiction politique, bien entendu, mais c'est une fiction politique qui est structurelle, et Nassira Ghenif en a beaucoup parlé, et qui justifie encore aujourd'hui une égalité qui ne s'applique sans condition qu'aux frères. Donc, première dépolitisation, qui est une dépolitisation qui se veut en plus bienveillante, mais c'est souvent le cas, et qui veut porter l'argument plus haut en disant, voilà, le seul argument audible, c'est l'argument économique. Donc, si on pousse jusque-là, on ne fait plus de la politique, on fait de la gestion cynique. Moi, je suis persuadée que dans certaines conditions, il est rentable de discriminer, quel que soit le critère de discrimination. Donc là, est-ce qu'on veut faire de la politique ou est-ce qu'on veut faire de la gestion cynique néolibérale ? Ça, c'est un point qui me semble quand même tout à fait essentiel. Et ce n'est pas seulement de la désidéologisation, c'est de l'idéologie, de mettre ce principe de justification. Deuxième élément de dépolitisation, c'est un élément de déjuridicisation. Et là, je ferai le lien avec ce qu'a souligné en particulier Patrick Simon autour du défenseur des droits, le fait qu'il y a peu de recours pour discrimination, en particulier discrimination raciale, et qu'il y a encore moins de condamnations. C'est dans ce contexte que le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait fait un appel pour que des universitaires fassent des rapports pour essayer de comprendre pourquoi il y avait une si faible application du droit antidiscriminatoire. Et donc, avec des collègues juristes, tels que Daniel Borillo, que vous connaissez peut-être, Marie Mercade-Brun, Jérémy Perelman, Lucie Cluzel, et une collègue politiste, Janie Pellabaye, nous avons fait un rapport pour le défenseur des droits, le ministère de la Justice, où à la fois il y a une analyse de la jurisprudence, en droit social, droit pénal, droit civil, et puis on allait interviewer des acteurs
et en particulier les représentants d'associations de lutte contre le racisme, les représentants institutionnels autour de ces enjeux, des représentants politiques aussi, et les syndicats. Alors juste très rapidement, ce qu'on voit, c'est quoi ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de jurisprudence, tout simplement parce que le droit antidiscriminatoire est un droit hors la loi. Alors quand je parle de droit hors la loi, je reprends une expression d'une juriste, Annie Junter, qui disait que le droit de l'égalité femmes-hommes était un droit hors la loi. Pourquoi elle disait cela ? Et je pense que la même chose pour le droit antidiscriminatoire. C'est parce que le droit dit la norme qui est censée défendre l'intérêt général, cette espèce de transsubstantiation politique. Mais pour que le droit soit vraiment du droit, il faut non seulement dire cette norme, mais il faut se donner les moyens de l'appliquer, au sens où il faut sanctionner si cette norme est transgressée ou n'est pas appliquée. Si vous manque le pilier de la sanction, ou si ce pilier il est négociable, il faut faire des recours, là, c'est pas du droit. C'est de la hard law, c'est censé être du droit dur, mais en réalité c'est du droit mou. Alors ça, on le voit vraiment quand on travaille sur cette jurisprudence et sur la manière dont les acteurs aussi s'en emparent ou ne sont pas en position de s'emparer. Déjà, on voit que ce qui fait jurisprudence, c'est les critères classiques, en particulier en droit du travail, et que les avocats vont vous expliquer que même s'il y a plusieurs critères, ou si le salarié en réalité ou la salariée elle a avant tout été discriminée pour des raisons raciales, mais si on a la chance qu'elle soit syndicaliste, on va dire que c'est pour un critère de syndicat, d'engagement syndical, parce que ça va marcher juridiquement. C'est pas forcément que c'est le plus facilement prouvable et aussi audible par les instances judiciaires. Et on voit d'ailleurs que les jurisprudences les plus nombreuses, ça va être sur des critères assez classiques de défense, en particulier en droit social, la question syndicale et la question aussi du rapport à la grossesse. Donc, il y a aussi tout un développement, et alors moi, l'index sur l'égalité salariale est paradigmatique de ça, mais aussi l'action de groupe telle qu'elle a été votée. On va avoir un développement de tout ce qui est la négociation, la médiation. C'est-à-dire on évite le rapport à la sanction. Donc l'index salarial, c'est très intéressant parce qu'on va mettre ensemble des obligations juridiques, à travail égal, salaire égal. Ça date quand même de presque 50 ans, l'obligation dans le Code du travail. Et maintenant, on est avant-gardiste parce qu'on demande à des entreprises de l'appliquer. Mais comme elles vont pouvoir mélanger avec des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'obligation légale, puis en plus, elles ont encore 3 ans pour le faire. Enfin bon, vous voyez, c'est bon. Donc là-dessus, on développe la médiation. Sur l'action de groupe, moi, quand j'ai fait cette enquête, on était en plein les moments des débats autour de l'action de groupe. On voit qu'il y a d'abord une phase obligatoire de médiation. C'est quand même toujours très intéressant. Et puis, il y a le développement de ce qu'on appelle la soft law. Les chartes, les labels, les accords interprofessionnels sont quand même des paradoxes vivants. En réalité, ils sont illégaux pour la plupart. On avait vu ça pour l'accord interprofessionnel sur la diversité. Pourquoi ? Parce que normalement, ils sont censés être au-delà du droit. Et en réalité, ils félicitent les entreprises pour faire des choses qui sont en deçà de ce que la loi contraint. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Puis quand je vais aller voir les associations, par contre, quand on allait voir les associations, elles nous disaient nous, on ne peut plus permettre de faire jurisprudence. Par exemple, SOS Racisme, qui a quand même accompagné des recours qui ont permis de faire jurisprudence, elle dit mais on n'a pas les moyens, on ne peut plus faire ça. Donc, et je vous citerai juste aussi une représentante du service politique de la ville à l'époque qui dit il faut protéger les entreprises des recours en discrimination. Ça, c'était un rapport qu'on a rendu en 2016. C'est très intéressant. Et ça renvoie avec le premier critère, c'est-à-dire cette idée que si les entreprises ont des recours en discrimination, ça sera mauvais pour le business. Donc en fait, il faut faire de la médiation, il faut faire des numéros de médiation pour éviter ça, pour éviter cette publicité. Parce qu'en France, quand on est condamné pour discrimination, en particulier raciale, ça a été le cas de L'Oréal et d'Adecco pour une affaire. Donc ça a été une condamnation qui a duré longtemps, c'est en 2009. Ils ont été condamnés, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pour une annonce d'emploi qui comportait en réalité plusieurs critères de discrimination, puisque tu étais dans un salon pour une hôtesse de vente. Alors vous voyez déjà, là, dans ce que je dis, il y a des critères de discrimination. Hôtesse de vente pour Garnier. Donc c'était jeune femme. Alors il y avait 38, je crois que c'était 38-42, BBR. Alors là, il y a plusieurs critères. Il y a l'âge, il y a le sexe, il y a l'apparence physique. Parce que vous avez compris que c'était les mentions. Enfin, ils n'ont pas été très précis, mais quand même. Et BBR, vous savez ce que ça veut dire ?
bleu, blanc, rouge. Ils ont été condamnés sur le BBR, après plusieurs recours. Ils ont été condamnés à 30 000 €. Hein. Alors, ils ont dévissé à la bourse américaine, donc ça leur a quand même fait très très mal à L'Oréal. Mais, donc, il y a une dimension qui est très importante pour moi dans le droit, c'est qu'il y a la dimension pédagogique de la norme que cela dit, ça c'est essentiel, mais il y a la dimension aussi, on ne peut être pédagogique que si on est vraiment dissuasif. Et là, vous ne l'êtes pas. Donc, au-delà du cynisme, moi, quand je suis sortie de cet entretien au secrétariat d'État politique de la ville et que donc cette affirmation, il faut protéger les entreprises des recours en discrimination et non pas les salariés contre les discriminations, vous avez bien compris. C'était en 2016, ça ? Oui. Donc là, on voit bien que souvent, quand on est dans des travaux, comme c'est le cas de ceux qui sont ici à cette table, qui dénoncent la dimension structurelle et systémique des discriminations, on est jugé comme étant idéologiquement suspect, comme étant d'un pessimisme outrancier. Et quand on fait l'analyse à la fois de la jurisprudence ou des entretiens d'acteurs ou d'actrices, je me dis que je suis largement en deçà de l'héritage et de la réalité. Donc peut-être pour conclure, comment faire du droit une arme de l'égalité, hein, si Derrida dans Force de loi dit la loi c'est la force autorisée, ou quand Bourdieu nous invite à être vigilants et vigilantes face à ce qui est souvent hein, la norme dominante qui est transformée en neutre ou en ordre public, je pense que là il y a une forme de réappropriation, et je parle dans un lieu qui est celui où on fait la loi, et dans le lien que Patrick Simon a fait entre faire la loi, droit et politique. La loi, c'est la politique, hein, c'est la politique en acte, hein, c'est transformer en norme ce que l'on juge légitime. Après, je n'ai pas une vision éthérée hein, du droit, et bien entendu que c'est pour ça que je dis c'est un droit hors la loi, hein, le droit antidiscriminatoire. Mais je crois que c'est quand même très important de se réapproprier cette arme et de se donner les moyens, que ce ne soit pas uniquement une novlangue de bonne conscience qui porte justement une conception assez éthérée de l'égalité, qui en réalité n'a été une égalité que pour les frères, mais d'en faire vraiment un outil justement de mise en critique des structures, non seulement des comportements déviants, ou qui en réalité ne sont pas déviants par rapport à la structure, qui sont posés comme déviants pour immuniser hein, la structure. Donc là-dessus, je pense que c'est intéressant de travailler sur les principes de justification de l'application de ce droit de la non-discrimination, mais aussi en tant que député, de donner les moyens. Alors il y a plusieurs pistes, et j'en finirai là-dessus. En particulier dans l'enquête qu'on avait faite, on nous avait parlé du fait que dans certains parquets, il y avait un service qui était dédié au droit antidiscriminatoire, mais qu'il y en a de moins en moins, hein, et ça n'a absolument pas été généralisé. Je trouve intéressant aussi l'action de groupe, parce que ça a un effet à la fois, ça dit le collectif, ça dit la dimension structurelle et systémique de la discrimination, et ça donne aussi un effet dissuasif beaucoup plus fort, mais pas dans la manière dont elle a été mise en place et votée. Donc là, je trouve qu'il y a sans doute une réappropriation. Et puis, pour finir, vraiment, je promets, je trouve ça assez déconcertant qu'on dise « Ah ben ça marche pas, hein, les recours sont trop longs, sont trop coûteux, donc on arrête ». C'est fou quand même. Et moi, quand j'allais interviewer en particulier des représentants du ministère de la Justice, c'est ce qui m'était renvoyé. L'enjeu, il est de faire en sorte que le couperet y tombe, et qu'il tombe rapidement et fortement. Quand ce droit-là, il n'est pas respecté. Cette norme-là, ça devrait être notre norme première. Donc au lieu de dire « ça ne marche pas, donc on va faire autre chose », on va faire de la médiation, on va faire du soft, on va contourner le problème, non. Il faut se donner les moyens pour qu'il y ait vraiment des recours qui ne soient pas aussi coûteux dans tous les sens du terme, qui puissent attaquer les discriminations indirectes, les discriminations multicritères, voire intersectionnelles, les discriminations systémiques. Donc là, je pense qu'il y a un vrai défi, mais qui dit bien le fait qu'on ne s'y attaque pas. Ça dit bien qu'en effet, qu'on veut garder cette logique que c'est quelques déviants, et ceux-là, ils vont être sanctionnés si c'est vraiment une discrimination directe que vous avez pu enregistrer, enfin le truc, voilà, qui se fait quasiment peu quand même, avec peu d'application du partage de la preuve d'ailleurs, mais qu'on veut le voir comme des espèces de marginaux
radicaux, alors qu'en fait, ils n'expriment uniquement cette discrimination, elle n'explique qu'une normalité pathologique. C'est-à-dire que notre structure, elle est sexiste, hétéronormative, raciste, en termes postcolonial. Et donc, ceux qui font de la discrimination, c'est juste ceux qui expriment clairement cette structure-là. Donc quand on l'assumera comme une normalité qui est pathologique, on se donnera les moyens de la déconstruire systémiquement, mais aussi à travers ces cas qui sont des cas qui sont tous sauf des cas individuels, mais qui doivent être traités aussi comme des cas individuels. Merci. Je vais avoir moi-même une grande frustration parce qu'on est essentiellement sur le constat et que je vous quitterai tout à l'heure, mais promis, je regarderai le replay. J'aurais envie de dire plein de choses, mais je vais laisser du temps pour qu'il puisse y avoir un échange avec la salle. On va juste prendre une série de questions et une série de réponses parce qu'on doit tenir l'horaire de 11h et comme il est déjà 10h42 et que je me dois de maîtriser le temps, on va fonctionner de la sorte. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y a une première question. Par là. Bonjour, moi je suis Sandrine Gatchou, je travaille beaucoup sur la partie, je vais peut-être me lever, ce sera plus simple, sur la partie santé et discrimination. Effectivement, moi je suis côté de la société civile, Monsieur Patrick Simon l'a bien précisé, et c'est le problème qu'on rencontre au niveau de la santé, notamment pour les personnes, les femmes notamment noires, ce sujet sur lequel je travaille, qui est la procréation et en FIV. Les femmes noires, par exemple, ont des résultats en FIV très inférieurs aux femmes blanches, parce qu'il y a l'accès au logement, il y a l'explication, le soin du personnel soignant, qui n'est pas bien pris en charge. Et notamment, on a une particularité, nous, les femmes noires, qui sont les fibromes. Les fibromes touchent énormément les femmes noires à partir de l'âge de 19 ans. Et il y a une étude qui a été faite, une recherche qui a été faite en France. Ça a été uniquement fait avec des Américains sur les femmes caucasiennes, à partir de 40 ans. Les femmes noires ont été complètement écartées de ce sujet de recherche, en fait. Donc, voilà, c'est la partie colorblind, c'est-à-dire qu'on refuse de voir, effectivement, qu'il y a une partie de la population qui est complètement ignorée sur l'accès, notamment à la santé. Et je redirai également, je finirai avec aussi les femmes noires sont celles qui ont le plus de complications obstétricales, et notamment en couche, en fait. Il serait peut-être temps aujourd'hui d'intégrer dans les statistiques la problématique sur les raisons ethniques, la couleur de peau, pour qu'on puisse voir l'étendue des problèmes et l'étendue des violences que subissent certaines femmes. Voilà, moi c'était ça. Merci beaucoup. Monsieur là-bas, et puis on va... Bonjour, donc moi je m'appelle Victor Saint-Guilhem, je suis consultant, donc a priori pas du tout du secteur. Par contre, j'ai été étudiant aux États-Unis et je voudrais poser une question à Monsieur Patrick Simon, qui concluait en disant que l'approche française, donc vous avez parlé du colorblind, qui ne veut pas du coup faire la distinction des personnes racisées, finalement serait plutôt un problème finalement qu'une solution pour vraiment attaquer le problème. Et donc, ayant été étudiant aux États-Unis, la première question qu'on me posait dans les formulaires pour entrer dans les universités, c'était la question directement posée de la race, donc savoir est-ce que j'étais caucasien, est-ce que j'étais afro-américain, parce que pour eux noirs c'est afro-américain, ou est-ce que j'étais hispano, je ne sais plus comment ils disent, mais voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez vraiment que cette approche-là, qui grave finalement dans la tête des gens les distinctions entre les personnes, c'est peut-être une approche naïve de ma part, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça pourrait être une bonne chose, faire avancer finalement le débat ? Bonjour, moi je suis étudiante. J'avais une question à vous tous en fait à vous poser, puisque vous avez évoqué la dépolitisation des politiques de lutte contre les discriminations, mais également les processus de subjectivation. Je crois que c'était Patrick Simon, mais il y avait aussi de ça, je crois, chez Nassira Ghanif et chez Rejane Senak. Et en fait, moi, je voulais parler d'une autre forme de subjectivation qui est ignorée et qui est mise de côté à chaque fois qu'on parle du racisme, c'est le privilège blanc.
et la difficulté de le déconstruire en France, puisqu'il fait partie aujourd'hui du champ sémantique et banni de l'espace public. Et dès qu'il est investi par les militants antiracistes, ils sont automatiquement disqualifiés par l'intelligentsia française. Et donc, comment penser le racisme aujourd'hui sans passer par ce privilège blanc à déconstruire, qui est finalement invisibilisé et qui est la norme dominante. Voilà. Et j'avais aussi une autre question sur la santé pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment en parlant de l'épuisement mental aussi des minorités, de la névrose qu'on ressent quand on vit l'expérience minoritaire et quand on est racisé. C'est pas une question qui est prise à bras le corps par la recherche et la sociologie. Elle était abordée par Frantz Fanon. Elle est restée en suspens. Il y a le travail aujourd'hui de Karima Al-Azali, mais globalement, la question de l'épuisement mental des minorités mériterait peut-être une étude plus approfondie. Merci. Bonjour, Antoine Stouls, militant de la France Insoumise et pro-féministe et antiraciste. J'essaie de militer là-dessus. Alors d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous pour la pertinence et la complémentarité. C'était passionnant. Juste une remarque à propos de Madame Sénac, les propos qu'elle a dit sur la dépolitisation. Oh, merci. Je m'aperçois que nous, en tant que militants France Insoumise, on a quelques carences en termes de militantisme là-dessus, et je m'aperçois qu'effectivement, on travaille, nous, beaucoup sur l'égalité salariale. Et donc, effectivement, c'est un problème de rentabilité, puisque si on a l'égalité salariale, on bouche le trou de la Sécu, et ainsi de suite. Donc, on va faire l'égalité salariale au lieu de le faire tout court, juste pendant. D'ailleurs, on a Christophe Barbier qui nous répond « Oui, mais comme c'est impossible, on ne peut pas le faire. » Donc, voilà, ça se rebondit là-dessus. Donc, c'est tout à fait de ce que... Voilà. En tout cas, merci. Deuxième petit point, je m'aperçois aussi qu'il y a toujours ces problèmes de faisabilité dans les lois. On parle aussi d'injures raciales sur la place publique ou des choses comme ça, qui sont des lois qui ne sont pas applicables. S'il n'y a pas un agent de police qui est témoin de dire « Ah, il y a eu une insulte raciale ou sexiste », il n'y a pas. Mais je pense que c'est quand même assez important que la loi soit là pour que ça rentre dans les têtes. Voilà. Et puis la deuxième petite chose aussi, c'était au tout début. Moi, je n'ai pas entendu le mot communautarisme tout à l'heure, de la part de Patrick Simon. C'est un mot que tout le monde emploie. J'aimerais un peu retourner la charge. Puisque finalement, c'est un peu ce qu'il a dit, le communautarisme, beaucoup de personnes y sont confrontées, c'est le communautarisme, des blancs riches dans les quartiers riches, et les gens qui ne peuvent pas y rentrer, eux font du communautarisme, les blancs, les frères riches font du communautarisme. Donc c'était juste une... D'ailleurs, c'est, je pense, le seul communautarisme, parce que les autres, ils subissent. On ne choisit pas. Voilà. Donc le seul communautarisme qui doit exister et qui est appliqué volontairement, c'est ceux des Blancs dans les beaux quartiers riches. Et donc se dire, est-ce qu'on ne peut pas retourner un petit peu... arrêter d'être dans le déni, et c'est un peu ce que disait Madame tout à l'heure, repointer du doigt, arrêter de parler des discriminations, arrêter de parler, non pas des victimes, il faut parler des victimes. Mais parlons un peu des oppresseurs. Parlons un peu des frères blancs. Donc moi, je suis prêt à en parler, quoi. Oui, je suis un dominant ici, j'ai des privilèges. Il faut qu'on arrête d'être dans le déni. Donc comment travailler là-dessus, comment repointer voilà. Bon, enfin, c'est un peu chaotique, je n'ai pas trop l'habitude. Merci. C'est moi. Bonjour. Alors moi, je suis ici pour parler de la discrimination faite aux personnes handicapées, notamment les autistes. Donc moi-même, je suis maman d'un enfant autiste de 8 ans. Donc je vous assure que depuis 2013, j'ai été exposée, moi et mon enfant, à des multiples discriminations au milieu scolaire. Donc mon enfant, il a 8 ans. Actuellement, il n'est pas scolarisé.
il est privé d'école parce que tout bêtement, l'école ne veut pas de lui. L'hôpital de jour, il est à l'hôpital de jour, donc il va s'arrêter cette année et il n'y aura aucune solution pour mon fils. Sachant qu'il y a une loi qui protège ces enfants, la loi de 2005, mais on n'a aucun résultat tangible. Ça veut dire c'est toutes les institutions qui se cachent derrière, on n'a pas de moyens. Il y a une loi, mais il n'y a pas de moyens. Donc, quelle solution pour ces enfants? Parce que nous, on veut s'en sortir, on veut que nos enfants aient une vie, mais voilà, une vie normale. Donc voilà, on pense à l'avenir de notre enfant, donc on veut des lois, on veut une protection juridique pour ces personnes. Et, sachant que j'ai déposé plainte en 2014, j'ai déposé 2 plaintes, mais aucune suite après. Donc voilà, donc la justice n'est pas faite et voilà, on se retrouve vraiment coincé. Voilà, merci. Une dernière intervention. Bonjour, merci déjà, bravo. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour faire court, pour féliciter les intervenants. Je voudrais juste dire ce que j'ai retenu des interventions. J'ai retenu qu'il y avait un désavantage historique, ou plutôt, dirons-nous, colonial, qui se reproduit, qui est productif d'inégalités, des inégalités qui rapportent, mais ceci dans un état de droit. Dans la mesure où on ne considère pas, il ne faudrait pas considérer ça comme étant des anomalies, mais plutôt comme la norme de fonctionnement et non comme de dysfonctionnement de cet état de droit qui donc exclut. La question qui n'est presque jamais posée dans les médias et qu'on a peut-être aussi un peu posée ici, même si elle est en creux, c'est celle des recours. Vous l'avez posée. J'ai entendu la généalogie, je dirais presque foucaldienne de la question, mais c'est celle des magistrats et des tribunaux. Parce que si la loi n'est pas appliquée, c'est parce qu'il y a des gens qui ne l'appliquent pas. Parce que la loi est plutôt bien faite. Moi, je connais des personnes ici qui ont même fait condamner la France dans des instances internationales après que des recours aient volontairement été bafoués, au vu de tous, par des magistrats qui les bafouent impunément. Je subodore même avec certaines personnes qu'il y a des chambres spécialisées pour passer outre la loi. Or, comment est-ce qu'on peut lutter contre les discriminations si on s'aliène le premier mécanisme d'un état de droit qui est celui de sanctionner les comportements déviants? Et si les personnes qui sont chargées de faire application de ces textes arrivent impunément à passer outre? C'est pour ça que les procureurs, tout ça, ce sont des instruments. J'ai fait une petite étude sur la HALD. Vous verrez que à chaque fois qu'il y avait une grande entreprise qui était compromise dans une question de discrimination, ça partait en médiation à la demande du président. Mais donc ça, et puis on ne parle jamais de ces problèmes. Donc on va toujours examiner des choses à peu près subsidiaires et on va jamais mettre l'accent, parce qu'il suffit de 1 ou 2 condamnations pour que ces gens rentrent dans le rang. Moi, vous l'avez dit, madame, avec l'affaire de L'Oréal. Si on condamnait 1 ou 2 ou 3 grandes entreprises françaises, je peux vous dire qu'il y aurait des choses qui changeraient et pour longtemps en France. Merci. Je sais qu'il y a de facto une frustration dans la salle pour les questions. Et en plus, il y aura une frustration pour les intervenants pour répondre, puisque je vais leur demander de faire ce que font les parlementaires en règle générale, c'est-à-dire d'avoir 2 minutes de temps de parole. Peut-être que ce seront des futurs parlementaires un jour, qui sait. Et parce qu'il est 10h54, avant de conclure ensuite et de passer à la table ronde suivante. Et je propose de faire dans le sens inverse. Alors, tout d'abord, merci pour toutes ces questions. Sur la question de la déconstruction du privilège blanc en particulier, ou l'épuisement des minorités, moi je trouve que c'est intéressant parce que là encore, on va à contre-courant. C'est-à-dire que le courant, c'est de dire il faut que ce soit productif et il faut que ce soit agréable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut du win-win, il faut du gagnant-gagnant. Non, en fait. Déjà, on n'a pas la même conception de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et si... Pour celles et ceux qui ont la même conception, il va falloir se donner les moyens de remettre en cause quelque chose qui a été
posé en termes de narration républicaine comme exemplaire, le pays des droits de l'homme et de l'égalité, et qui en réalité ne l'est pas, et comme l'a dit Nassira, est de l'ordre de l'exclusion. Donc là-dessus, je crois qu'il y a vraiment à changer de récit, à être dans un contre-récit qui est un contre-récit dérangeant, mais bien sûr ne pas s'en tenir à une logique de culpabilité, mais de déconstruction pour porter autre chose. Sur le fait qu'on n'a pas parlé de communauté, vous avez raison. C'est l'idée de communauté majoritaire. En fait, les frères, c'est la communauté majoritaire. Sur la question de est-ce que la difficulté de faire du droit, alors à la fois soit ne pas se donner moyen de mettre en place des sanctions, parce que moi je suis comme vous, je crois en la jurisprudence. Vraiment, à une dimension à la fois pédagogique, mais aussi préventive et dissuasive de la jurisprudence. Et puis il y a des cas qui sont un peu plus complexes. Se dire, l'outrage sexiste, par exemple, qui a été mis dans la loi récemment, suite en particulier au phénomène MeToo, voilà, la difficulté, c'est comment on l'applique. Mais même dans ce cas-là, moi je crois au pouvoir du droit. Parce que ça dit une norme différente, ça dit un renversement de normalité. Et quand vous prenez le métro dans Paris et que vous entendez, dans le cadre d'une nouvelle loi sur l'outrage sexiste, si vous êtes témoin d'injures, voilà, vous êtes complice d'un délit qui est passible de... Moi, je l'ai entendu, par exemple, sur la ligne 4, qui est passible de 90 ans. Eh ben, ce qui se passait avant, c'est-à-dire une forme de complicité avec la violence de genre, ben là, c'est inversé quand même. Donc il y a eu déjà une première condamnation, mais qui est liée à une autre qualification. Mais donc vraiment là, moi, je vous suis tout à fait. La question que vous posiez d'ailleurs en dernier, c'est savoir comment on fait à la fois du pouvoir législatif, mais aussi du pouvoir judiciaire, réellement des armes d'égalité. Et donc là, il y a un vrai enjeu, en particulier du côté du parquet. C'est pour ça que je pense qu'il faut à la fois avoir des lois qui rendent plus contraignantes et qui ne soient pas des lois hors la loi, comme on le voit actuellement, mais aussi vraiment alors là, c'est difficile parce que moi, les jurisprudences que j'ai analysées à la fois en termes de sexisme et de racisme, ce qu'on voit, c'est qu'heureusement qu'il y a les juridictions européennes, la juridiction européenne. C'est-à-dire que quand on n'a plus de recours au niveau français, on va à la Cour de justice de l'Union européenne ou à la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est là où on casse. Mais les juges français, il faut qu'ils se fassent taper sur les doigts plusieurs fois pour après avoir des questions préjudicielles. Enfin bon. Donc, voilà, mon point, c'est vraiment déjà qu'il faut en effet assumer que dire qu'il y a du racisme, c'est dire qu'il y a des structures racistes, mais aussi qu'il y a des racistes et qu'il y a des personnes qui sont plutôt des privilégiés vis-à-vis de ça. Et donc, c'est pas du win-win. Ça va pas. C'est à la fois de l'idéologie, mais c'est aussi de la bagarre de privilèges. Et puis, oui, le rôle vraiment du droit. Et juste un point, je trouve que c'est toujours c'est une ruse, qui est une ruse dans laquelle il ne faut pas tomber, que de dire ça marche pas, donc on va faire autre chose. Donc on va faire de la médiation. Donc là, pour moi, il ne faut pas lâcher le droit parce que c'est une arme politique fondamentale, à la fois en termes pédagogiques, mais aussi en termes dissuasifs et d'action. Oui, mais moi, je vais tricher. Je vais tricher en ajoutant une question qui n'a pas été abordée. Non, jamais, non. Je crois que la question de la discrimination positive, qui n'a pas du tout été citée, je crois, ici, est une question très importante. On est aujourd'hui à près de 20 ans de l'existence d'un certain nombre de mécanismes de discrimination positive qui étaient inspirés des États-Unis, mais qui ont été interprétés de manière bien différente de ce qui existait là-bas. Et il serait temps d'en faire le bilan. Moi, je suis très conscient, par exemple, de ce qui s'est passé à Sciences Po avec la convention entre Sciences Po et les ZEP, aujourd'hui REP. Je participe à certains jurys d'admission. Je pense qu'il faut revenir là-dessus. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on crée des faux espoirs d'intégration en créant toutes les conditions de bonne ou de mauvaise volonté, j'en sais rien, pour que les mômes aillent dans le mur, quoi. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les jeunes qui rentrent grâce à l'accord à Sciences Po, ils n'ont pas passé le concours. Donc on leur fait payer pendant toute leur scolarité le fait qu'eux, ils n'ont pas passé le concours, qu'en plus ils ont des bourses que les autres n'ont pas. Donc on a là toute l'expression du mépris
pour ne pas dire du racisme, petit blanc, enfin c'est pas petit là, c'est un peu plus que petit, envers des jeunes. Donc on a une vraie question. Hein. Je suis personnellement assez actif depuis une dizaine d'années dans une autre expérience, mais qui est l'inverse de celle-là. C'est une expérience qui s'appelle la chance au concours, qui aide des jeunes boursiers, c'est ça le critère, à entrer dans les écoles de journalisme. Et après tout, ce n'est pas une mauvaise idée que de diversifier la population qui compose ensuite la classe journalistique, me semble-t-il. Hein. Sauf que ces jeunes, on les aide, bénévolement évidemment, pendant une année, et qu'ils passent le même concours que les autres. Et du jour où ils rentrent dans une école de journalisme, personne ne peut rien leur dire. Ils ont passé le même concours avec notre aide. Et je signale, pour le dire, et j'arrête là, que chaque année, nous avons plus de 50 jeunes qui rentrent dans les écoles de journalisme, qui sont des jeunes boursiers de familles modestes, souvent de familles immigrées, et qui représentent aujourd'hui, grâce à ce système, environ 10% des effectifs de toutes les écoles de journalisme. Donc ce n'est pas sans importance pour la suite que d'avoir cette diversification, comme on dit. Alors, de façon fulgurante, alors d'une part, je pense qu'il faudrait admettre que toutes les dispositions qui ont été prises pour créer la HALDE, qui est devenue le défenseur des droits, en absorbant d'ailleurs la CNDS, c'est pas anodin, hein, commission de la déontologie qui s'occupait des crimes policiers par exemple, tout cela en fait est un aveu d'impuissance, puisque ces instances n'ont jamais été dotées de véritable pouvoir. Et ça dit quelque chose de la volonté délibérée de rendre ces institutions impuissantes. Et donc ça renvoie effectivement à la logique structurelle, qui est une logique de maintien des inégalités et de maintien de ce régime d'exception. Donc l'exceptionnalité du défenseur des droits est l'illustration la plus probante de la non-volonté, en quelque sorte, d'en finir avec ces formes d'atteinte aux droits et donc de ces formes de discrimination. Alors je rejoins complètement ce que vous dites sur la question de la subjectivation et la façon dont on pourrait enfin s'atteler à mettre en évidence le caractère massif du privilège blanc et de ses différentes modalités d'expression et de maintien, hein, sur le mode de la réservation, c'est-à-dire c'est pour moi et ça le restera, et ça sera transmis à mes enfants, sur la logique d'héritage aussi. Hein, donc il y aurait tout un travail nouveau à faire sur la reproduction, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre, notamment à partir de la structure de la race. Et la façon dont elle est, elle ne traverse pas, elle sous-tend littéralement l'ensemble de ces logiques-là. D'ailleurs, à cet égard, une des raisons pour lesquelles souvent on oublie d'en parler, c'est parce qu'on peut faire la différence d'une certaine manière et voir de façon complémentaire ce qu'on appelle la blanchité, c'est-à-dire le régime, au même type que la modernité par exemple. Hein, il y a un régime de la blanchité qui effectivement permet, fomente, perpétue et reconduit les logiques de privilège. Et l'on voit par exemple comment est-ce qu'à Christchurch, hier, c'était bien un suprémaciste blanc, hein, qui a décidé de tuer des musulmans dans les 2 mosquées qu'il a attaquées. Donc il y a s'interroger sur la blanchité et la façon dont elle est engrammée dans le droit et dans la loi et dans la prétendue légitimité de l'état de droit dans lequel nous nous trouvons. Et il y a la blanchitude qui serait l'extrême inverse, hein, l'opposé de la négritude, c'est-à-dire la non-conscience du fait que l'on bénéficie de privilèges blancs. La non-conscience du fait qu'on est blanc, et que être blanc, c'est pas avoir une couleur de peau, c'est avoir un statut. Et un statut qui est politiquement établi, politiquement reconduit et politiquement protégé. Donc cette logique de la protection, en fait, permet que des personnes puissent continuer à être inconscientes ou non conscientes du fait qu'elles sont blanches. Et ça, c'est ce que j'appelle la blanchitude, c'est-à-dire cette façon d'être au monde qui fait que l'on peut parfaitement se dispenser de savoir sur quoi repose le fait qu'on est au monde d'une certaine manière en bénéficiant de privilèges. Donc ça reste à effectivement examiner. Et je voudrais insister sur un point, c'est que j'appartiens aussi à ce monde qui est le monde de l'université, où la blanchitude prévaut. C'est-à-dire le fait de ne pas être conscient que la majorité du corps universitaire est blanc, que pendant très longtemps, ça a été des hétéros vieux, blancs, qui géraient l'ensemble, ça s'appelle le mandarinat, n'est-ce pas ? Et comme me disait une collègue quand j'ai été nommée professeure, elle m'a dit « Tu vas voir, ça va être très intéressant de faire l'expérience d'être mandarine ».
Et j'avoue que j'attends encore de faire cette expérience. Ça va venir peut-être. Je vais avoir 60 ans cette année, c'est le moment où peut-être il y a des grands basculements qui s'opèrent. Donc, n'oublions pas effectivement que l'épuisement, la névrose liée au fait de devoir résister à ce pouvoir blanc qui s'ignore à lui-même, c'est quelque chose qui prévaut dans le monde universitaire auquel j'appartiens. Et dernier point, les lois qui ne sont pas appliquées, si on veut savoir comment ça fonctionne, effectivement, et vous avez raison de le signaler, le meilleur exemple que l'on connaisse aujourd'hui, celui qui est le plus probant et le plus outrageant, d'une certaine manière, c'est les violences policières. Parce que les crimes racistes, d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle des crimes d'honneur. C'est-à-dire, il y a une vengeance de l'État à l'égard de ces minorités visibles, à l'égard de cette vitalité de la nouvelle France telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses faces et donc ses faciès. Et passer par la question des violences policières, passer par les procès qui ont eu lieu, par les procès qui n'ont pas eu lieu, par ceux qui auraient dû avoir lieu et qui ont été complètement escamotés, et voir comment est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, souvent, il faut aller jusqu'aux instances européennes, comme c'est le cas du collectif Al-Iziri, qui a obtenu au niveau européen ce que l'État a refusé aux parties civiles, c'est prendre l'exacte mesure du refus d'appliquer les lois, parce que précisément, ce sont des lois d'exception qui ne doivent s'appliquer qu'à certains. Donc l'accès au droit, en fait, c'est un accès qui est réservé. Bien, beaucoup de choses ont été dites. Quelques réactions. La première sur la question du privilège blanc. Je pense que c'est une question importante qui fâche. Et si elle fâche, c'est parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple de dénoncer des traitements et des discriminations à l'égard de minorités en ayant une vision très focalisée sur elles et en disant que ça contredit tous les principes d'égalité et tous nos horizons de droits de l'homme et ainsi de suite. C'est beaucoup plus compliqué de voir quels sont les bénéfices, en fait. Et je pense que c'est, parce que je suis démographe, je dois le dire aussi, on ne parle pas pareil des minorités quand ça représente 1% de la population et quand ça représente 20%. C'est-à-dire que quand on est en Ile-de-France, quand on parle de discrimination liée à l'origine, on parle de l'organisation du marché du travail qui concerne près de la moitié de la population. Ce qui veut dire que si les uns n'avancent pas, les autres avancent. Et donc là, effectivement, quand on a des résultats de testing qui disent que quelqu'un qui s'appelle Mohamed a 2 fois et demi moins de chances d'être appelé pour un entretien d'embauche que quelqu'un qui s'appelle Patrick, ça veut dire que Patrick a 2,5 chances de plus d'être appelé pour un entretien d'embauche. Ça tombe bien, je m'appelle Patrick. Et de fait, ça ne serait pas quelque chose qui structure notre économie et notre organisation sociale s'il n'y avait vraiment que 1% de Mohamed. Mais il n'y a pas 1% de Mohamed. Donc ça veut dire que concrètement, l'organisation totale, il y a des bénéfices et des coûts à la discrimination. Alors peut-être c'est une vision néolibérale, mais néanmoins, je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler comme ça. On ne peut pas en parler non plus pour une autre raison plus politique, qui est que si jamais on dit ça, on fracture un certain nombre d'alliances possibles, notamment entre un monde populaire blanc qui subit aussi des oppressions et à qui on va devoir dire, mais ce qui c'est vrai, et je pense qu'il faut pouvoir le dire, mais il faut avoir le courage de le faire, oui, mais en même temps, il y a pire que vous. Et donc, également, même dans votre trajectoire professionnelle à la Régie Renault dans les années 1960, vous êtes passé contre-maître parce que les autres sont restés en bas. Et les autres qui sont restés en bas, ils étaient algériens, sénégalais, parfois yougoslaves. Mais en tout cas, vous avez bénéficié d'un ascenseur qui était d'autant plus rapide qu'il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas le prendre. Et ce discours-là, il est très problématique politiquement parce qu'il envoie une espèce de dissociation à l'intérieur du monde ouvrier, par exemple. Et c'est valable dans tous les autres domaines. Nassira l'a dit sur la question des universitaires qui ne sont pas des ouvriers. Là aussi, il y a évidemment des structures différenciées extrêmement fortes dont les hommes blancs, dont je suis, bénéficient. C'est évident. Et le dire, c'est mettre pas mal de personnes dans l'embarras parce que ça les oblige d'avoir une vision réflexive sur leur propre position à l'intérieur du système, alors que jusqu'ici, parler des autres, c'est plus simple parce que ça évite de se poser la question sur qu'est-ce qu'on fait et quels sont les bénéfices éventuels de ce système. Alors, pour terminer, il y avait une question qui n'a pas été reprise, qui était celle sur les catégories aux États-Unis. Oui, indéniablement, quand on commence à parler de problèmes de racisation, ça s'accompagne d'une certaine forme de structure, et en tout cas quand on a des politiques qui sont adressées aux effets du racisme et des discriminations, il y a un effet un peu obsessionnel.
il est évident qu'on ne peut pas montrer qu'il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes sans avoir enregistré dans toutes les entreprises et avoir dit je suis un homme ou je suis une femme. Quel que soit d'ailleurs le degré de conscience ou de réalité qu'il y a derrière cette définition. Mais en l'occurrence, on le fait. Et c'est une certaine banalité, on n'y pense même plus. Eh bien, dans le cas de la question raciale, on fait de façon tout aussi banale des enregistrements de catégories qui nous posent problème précisément parce qu'on considère que c'est elles qui sont à l'origine du racisme. Et on n'a pas tort non plus. Mais le problème, c'est que c'est complètement impossible de sortir de ce dilemme si nous choisissons de ne pas utiliser ce type de catégorisation, alors nous laissons l'expérience sociale qui est racisée de façon très banale aujourd'hui se déployer et nous la laissons relativement dans l'impunité parce qu'on n'est pas capable de démonter tous les processus qui se passent. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quelle est la différence de salaire entre des blancs et des noirs dans les entreprises. Je suis capable de vous dire qu'il y a 20% de différence de salaire entre les femmes et les hommes et que si on contrôle par toutes les explications des différences de salaire, il reste 8% qui sont uniquement attribuables au fait que ce sont des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont perçues comme des femmes et qu'elles payent le prix de cette perception. Je suis incapable de vous faire exactement le même calcul pour des groupes qui sont racisés. On peut trouver que c'est préférable de ne pas le savoir, ou on peut penser qu'on a un problème de défendre l'omerta, en quelque sorte, sur des situations. Mais il y a un coût au fait de le savoir, c'est qu'effectivement, il va falloir rentrer dans ces catégories, et ces catégories ne sont pas toujours présentes. D'abord, on peut ne pas s'y reconnaître. Enfin, on ne se reconnaît pas non plus spécifiquement dans les catégories sexuelles, et pourtant, on les utilise de façon assez banale. Donc, c'est une question plus générale, c'est un débat de société. Moi, je n'ai pas de solution. Mais je pense que mon expérience dont je peux témoigner, c'est que si jamais ça n'avance pas depuis 30 ans, c'est à cause de ça. Après, on peut considérer qu'on va continuer comme ça. Moi, je n'ai pas de problème. C'est une décision collective, mais on ne va pas faire semblant de croire qu'on fait de la lutte contre les discriminations à partir du moment où on a décidé de ne pas savoir. Voilà. Donc, il faut avoir une décision collective. Si c'est celle de dire il y aura des pertes et profits, c'est ceux et celles qui payent les pertes qui vont devoir assumer le fait qu'elles le font pour le bien collectif. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est ça, mais il faut leur demander. Et je crois entendre progressivement que ce n'est pas exactement leur façon de réagir aux expériences, aussi bien des violences policières que d'autres expériences de discrimination. Donc, qui parle, qui est capable de le parler, c'est le moment où il va falloir laisser la parole à ceux ou à celles qui ont quelque chose à dire sur les questions de discrimination. Bien, merci à tous les quatre. Il est clair qu'il y a des tas de domaines dans nos politiques publiques où on fait des belles lois et où derrière l'application laisse à désirer. Et en matière d'égalité réelle ou de lutte contre les discriminations et contre le racisme, ça prend une dimension particulière. Je ne vais pas m'appesantir parce que sinon je vais me faire disputer moi-même sur le temps de parole et je vais souffrir avec vous de ne pas pouvoir aborder le volet proposition ou comment on passe du constat à la suite. Mais je passe le témoin à mes autres collègues parlementaires. Il y a une courte pause, c'est ça, une petite pause ? Il y a du café, il y a une courte pause quand même. Et je vous remercie encore, merci.